Ben, comme on avait annoncé, on est avec nous François Jean-Denis. François, bonsoir, merci beaucoup et bonne année. Bonne année, Jean-Étienne Dossan. Bonne année à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. On espère que les auditeurs vont avoir beaucoup de succès, beaucoup de santé et surtout de la sérénité pendant cette année 2023. Très important. Mais de votre côté, François, ça a été bien la saison des fêtes? Oui, on s'est bien reposé. Là, maintenant, on commence. Et on a repris les activités depuis le 6. On commence une nouvelle année et puis on est prêt à travailler avec nos amis, nos clients pour leur donner un bon service. Alors, on espère qu'ils vont collaborer avec nous. Et puis, on est là, on est disponible. Super. Ben, parlant de nouvelle année, François, justement, il y a des événements à suivre pour l'année 2023. Oui, au niveau de l'immigration, je dirais il y a 3 choses à surveiller pendant cette année-là. Et si on commence par l'immigration Québec, il y a la planification pluriannuelle de l'immigration, parce que la ministre de l'immigration, Christine Fréchette, avait annoncé que le Québec accueillerait 50 000 personnes en 2023. Mais, étant donné, comme tu sais, il y a eu beaucoup de débats. Alors, actuellement, on est en train de faire des discussions importantes sur cet enjeu-là. Et on se dit, est-ce qu'on va rester avec ce chiffre de 50 000 ou bien est-ce qu'on va avoir 50 000? Mais les experts disent toujours que ce dossier-là ne devrait pas être confié à des politiciens. Il devrait y avoir un groupe, un expert, des groupes, des personnes qui pourraient trouver le chiffre adéquat, c'est-à-dire quelle est la capacité réelle du Québec. Okay? Combien de personnes le Québec pourrait accueillir. Okay? Alors, c'est une chose à surveiller. Définitivement. On ne va pas dire que c'est un éternel débat, mais il va falloir y revenir de temps en temps au cours de l'année, c'est sûr. Exactement. Deuxième chose, c'est que M. Legault, avant la campagne, avait annoncé qu'il mettrait sur pied un programme d'études pour les personnes qui veulent aller en région. Je me rappelle bien de ce programme-là, oui. OK. Alors, ça voudrait dire que je ne sais pas quand il va annoncer ça, mais normalement, c'était prévu en 2023. Alors, c'était prévu pour quelle date, François? Septembre. Les cours devraient commencer en septembre 2023. OK, parfait. Alors, ça voudrait dire qu'avant le mois de mars, j'imagine, ce programme-là sera annoncé. OK, on va suivre ça. C'est très intéressant aussi. Oui. Troisième et dernière chose à surveiller, c'est la question au niveau fédéral. Et bilan de fin d'année a dit à Radio-Canada que son gouvernement travaille sur un programme pour régulariser les personnes sans statut. Alors, quand est-ce que ça va se faire? On ne sait pas. Alors, on va voir et puis on suit de près ce programme-là. C'est un programme qui aurait comme objectif de régulariser près de 500 000, mais on n'a pas le chiffre exact. On ne sait pas combien de personnes n'ont pas de statut ici au Canada. Ça, c'est important puis, aussi. C'est ça. On va surveiller aussi la décision sur l'entente sur les pays tiers sûrs. Est-ce que la Cour fédérale, la Cour suprême va donner, en juin, elle doit donner aussi son accord et son opinion, son avis sur l'appel qui a été interjeté. On attend pour voir. Alors, il y a beaucoup de choses à surveiller à ce niveau-là et je voulais au début faire savoir ça à nos auditeurs et à nos auditeurs. Très intéressant, François, dans le sens où justement, c'est des grandes décisions qui vont influencer valablement, durablement l'immigration. C'est des points à regarder. Mais il semble qu'on a eu des records pour 2022 en termes de résidents permanents, François. Oui, pendant l'année 2022, le Canada a accueilli un nombre record de résidents permanents. Il s'agit de 431 645 nouveaux résidents qui se sont installés au Canada en 2022. C'est la première fois que le Canada a accueilli autant de résidents permanents. Wow, c'est beaucoup.
c'est beaucoup. On nous dit qu'il y a 57 450 qui se sont installés au Québec. Ça représente quoi en termes de pourcentage? 57% sur 431. Ok, on peut regarder ça après. Oui, c'est ça. C'est autour de 20%, c'est 20%. En tout cas, on n'a pas calculé les chiffres là. Mais cependant, on sait que le poids démographique du Québec, c'est de 22 à 23%. Mais le Québec avait annoncé également qu'il y a eu des arriérés et ça pourrait atteindre jusqu'à 70 000 personnes pour 2022. Mais là, le 57 500 on peut avoir la résidence permanente. Alors, le ministère dit qu'il continue à cibler davantage de personnes pour combler la pénurie de main-d'œuvre. On sait que en 2023, ça va être 465 000, en 2024, 485 000 et en 2025, 500 000. Ok. Mais qu'est-ce que... Oui, allez-y. Ce que j'allais dire, c'est qu'est-ce qui explique cette augmentation de ces résidents? C'est sûr qu'il y a eu, et pendant la COVID, il y a eu beaucoup d'arrivées. Et une fois que les agents ont commencé à voyager, c'est sûr qu'ils ont mis le paquet pour essayer d'avoir le plus de personnes possible, parce que pour les années antérieures, surtout 2020-2021, il y a eu des arrivées, parce que on n'a pas pu compléter ces années-là parce qu'on a passé presque 6-7 mois sans rien faire. Alors maintenant, ils mettent le paquet, ils font tout ce qu'ils peuvent pour arriver à accueillir, sélectionner le plus d'immigrants possible. Et puis d'autant plus qu'il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Et on nous fait savoir que la croissance de la population active au Canada dépend à 75% de l'immigration. Alors, on comprend qu'on a besoin des immigrants. Seul M. Legault ne comprend pas ça ici présent. Et c'est pour ça. On nous dit que d'ici 2036, les immigrants vont représenter jusqu'à 30% de la population canadienne. C'est important. 30%. En 2011, c'était à 20%. Parfait, on a compris. Bon, on va voir ce que ça va donner en termes de résultats pour ces programmes et on va continuer à suivre ça et monitorer tout ça. C'est quand même une bonne nouvelle pour ces nouveaux résidents qui attendaient probablement des années avant de se faire rentrer ici. Alors, le gouvernement de Justin Trudeau a pris des mesures pour empêcher l'achat de nouvelles maisons pour les étrangers pour les 2 prochaines années, François. Ce que le gouvernement a décidé depuis le 1er janvier 2023, les étrangers ne peuvent plus acheter de logements jusqu'en 2025. Alors, la première chose, oui, c'est ça. C'est une nouvelle qui a été donnée en début d'année. Et ça a réjoui beaucoup de personnes et ça a attristé d'autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, on entend par étranger toute personne résidente permanente ou qui n'est pas citoyenne canadienne. Toute personne. Alors, ça veut dire que là, on parle des visiteurs, des étudiants étrangers, des travailleurs étrangers temporaires. Alors, ces gens-là, techniquement, pendant 2 ans, ne peuvent pas acheter des maisons. Mais il y a des exceptions. On enlève dans cette loi-là les résidents permanents et les réfugiés. Okay? C'est-à-dire les réfugiés, normalement, ne sont pas compris. Et ensuite, les réfugiés peuvent acheter parce que les réfugiés sont des personnes reconnues par la loi. C'est-à-dire que ce sont des personnes, soit des personnes à protéger ou bien des personnes protégées au sens de la Convention. Alors, ces gens-là peuvent acheter. Mais, on nous dit aussi que les chalets et les plex restent quand même accessibles à l'achat pour les étrangers. Ça veut dire qu'un étranger peut acheter un chalet ou un plex, des immeubles créatifs, comme les chalets, des immeubles et plus qu'on appelle les plex ne sont pas concernés par cette loi. C'est ce que l'agent immobilier a fait savoir. Il s'appelle monsieur Philippe Carconnet. Il est agent immobilier ici à Montréal.
il dit que les étrangers peuvent acheter les plex. Et on dit que dans certaines villes comme Toronto, Vancouver, on a beaucoup de personnes, parce que ça a commencé à Vancouver et Saint-Thierry, parce que effectivement, les prix des maisons sont devenus tellement élevés. Non seulement ils ont augmenté les taux pour freiner le marché, mais en plus de ça, on interdit aux étrangers d'acheter pendant 2 ans parce qu'on veut stabiliser le marché. Ce qui arrive, c'est que d'après les constats, on nous dit que les étrangers viennent, achètent des maisons. Des fois, les gens sont en Chine, ils sont en Inde, ils achètent des maisons, ils ne sont pas venus à Montréal ou dans les grandes villes pour les programmes Airbnb. Et ces gens-là sont en train de louer des maisons. Et pendant ce temps, les Canadiens, les résidents permanents n'ont pas accès à un logement. Oui, je comprends. Alors, le gouvernement de M. Trudeau a dit on doit mettre un frein à ces pratiques-là. Et c'est pourquoi pendant 2 ans, on interdit aux étrangers l'accès à des logements, mais surtout à des maisons unifamiliales, parce que d'après l'agent immobilier Philippe Carconnet, ils peuvent toujours acheter plex, des maisons, des logements, des triplex, des quadruplex, etc. Alors, c'est ça. On va regarder pour voir qu'est-ce que ça va donner en termes de résultats dans 2 ans sur les problèmes de logement qu'on a eu. On en a parlé beaucoup à la radio, que ce soit ici à Montréal ou ailleurs. C'est très difficile de trouver. Très difficile. Ouais, c'est sûr que le gouvernement doit investir, il doit créer de nouveaux logements. Et puis moi, je pense que avec tous ces condos qui sont créés, moi, je pense qu'on devrait aussi mettre un frein aussi à la construction de condos, parce que ça pose un problème. Il y a des maisons, il y a des logements, des plex qui sont transformés en condos, et les condos ne sont pas accessibles pour des motels. Il faudrait aussi faire quelque chose aussi de ce côté-là. C'est vrai, ça peut être un élément dans tout un package, mais il va falloir regarder aussi d'autres aspects si on veut aller au bout de ce problème de logement. Bon, comment finir cette rubrique, cette chronique, François, sans parler de la visite de Biden au Mexique? Et surtout, je sais que depuis le 6 janvier, les Haïtiens, je ne connais pas les autres, c'est ce que je ne parle pas tellement aux Cubains, aux Vénézuéliens, aux Nicaragouens. Je sais que en Haïti maintenant c'est la folie furieuse. Après la décision de M. Biden de permettre à des gens d'appliquer un statut temporaire aux États-Unis, tout le monde est mobilisé là-dessus. Il faut dire que depuis le 6 janvier, je reçois moins d'appels. Maintenant, tout le monde met le cap sur les États-Unis. Ça se comprend. Mais à entendre les experts qui sont aux États-Unis, ce n'est pas ce que les gens pensent. Là. Moi, ça veut dire que contrairement à ce que les gens peuvent penser, que Biden va faire venir 30 000 Haïtiens par mois aux États-Unis pendant 2 ans, ce n'est pas vrai. Alors d'abord, les experts disent, c'est que d'abord, Biden veut contrôler son territoire, empêcher que les gens entrent à partir du Mexique, parce que d'ici, dans moins de 2 ans, il va y avoir des élections présidentielles. Biden a l'intention d'être candidat à nouveau, et les républicains rendent les démocrates responsables de cette crise de migrants à la frontière. On crée ce programme-là, mais ce n'est pas un vrai programme dans le sens que, on demande à la personne à l'étranger soit sponsorisée, soit parrainée par des personnes qui sont des résidents permanents ou bien des citoyens américains. Ce qui est difficile dans tout ça, c'est que les gens ont beaucoup de parents, beaucoup de proches à l'étranger, et en plus de ça, ils n'ont pas toujours le salaire requis pour parrainer. Actuellement, on nous dit que des personnes en Haïti sont en train de vendre leurs biens pour envoyer l'argent aux États-Unis. Incroyable. Là, il ne faut pas faire ça, parce que on nous parle de 30 000 personnes pour 4 pays. Techniquement, Haïti aurait 7 500, techniquement, mais
encore là, est-ce que pour préciser, et normalement, il y a tellement de critères à respecter. Il y a le contrôle judiciaire. On veut voir si ces gens-là, le contrôle de sécurité, si ces gens-là ont les moyens, ou bien s'ils n'ont pas commis de crime, s'ils n'ont pas été déportés. C'est beaucoup de choses. C'est pas quelque chose du jour au lendemain. Il se pourrait que les premiers personnes qui vont bénéficier de ce programme ne vont pas l'être avant peut-être plusieurs mois, voire même le début des nouvelles élections. Tout à fait. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans cette démarche aussi? Quand vous venez par le Mexique, vous êtes déjà sur le territoire américain, on va vous déporter, mais allez nous attendre en Haïti si vous avez des parents pour faire une démarche. C'est comme, pourquoi ne pas trouver une formule, ceux qui sont déjà là? Si c'était pas une question purement politique, qui sont déjà à la frontière, qui sont déjà arrivés, pourquoi ne pas essayer, s'ils ont justement des parents aux États-Unis, de les accommoder? Vous les retournez en Haïti pour aller faire une demande. C'est une décision très, très politique, pour ne pas dire politisée. Oui. Très politique. Et les démocrates nous ont habitués avec ça. Et souvent, les démocrates prennent les pires décisions parce que il y a beaucoup de personnes qui ont le TPS aux États-Unis et qui ont le TPS. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas les moyens pour régulariser la situation. Pourquoi ne pas faire ça pour ces gens-là? On n'a pas fait ça. Et ensuite, pour ceux qui sont, comme tu as dit, on devrait les aider à pouvoir rentrer, mais on ne le fait pas. On les empêche de rentrer et on demande à ce moment-là à des personnes qui sont en Haïti, au Nicaragua, on leur dit, on va leur donner la possibilité de pouvoir rentrer. Donc, je pense que ce n'est pas un programme, c'est juste la démagogie. Et je demande aux gens d'être très, très réactifs, surtout avec les personnes, les appelées, des arnaques de tout genre. Absolument. Il faut faire attention. Très compliqué. Aller expliquer tout ça à nos amis, à nos frères haïtiens, ça va pas être évident, mais c'est ça un peu la réalité et c'est vraiment dommage. Bon, là, vraiment pour finir, François, qu'est-ce que ça veut dire la visite de M. Biden à la frontière mexicaine? Pour voir combien de personnes, pour voir l'étendue du problème, bon, je le savais, mais cependant, c'est encore dans le but de convaincre le président mexicain d'accepter de recevoir ces personnes qui sont déportées, parce qu'il ne veut plus mobiliser des avions pour renvoyer ces gens-là. Il va les amener à la frontière mexicaine. Ça va coûter au gouvernement américain moins d'argent. Et à partir de là, maintenant, il pourra s'organiser, il pourra les déporter. Alors, c'est voir l'étendue du problème, parce qu'il y a beaucoup ici, des centaines de milliers de personnes qui sont à la frontière, pour ne pas dire des millions, parce qu'ils viennent de toute l'Amérique latine, ils viennent aussi du Nigeria en Afrique, ils viennent d'Haïti. Alors, ils sont tous là, ils veulent passer. Alors, pour éviter, parce que si jamais on laissait passer tous ces gens-là, et pour vous dire que les États-Unis auraient aussi plus de 3 millions de personnes. Facilement. Oui, alors c'est mais un peu ça. Le message est aussi clair aussi. Il n'a pas rencontré d'organismes ou des immigrants, d'organismes de défense des immigrants. Il a juste allé voir la frontière et parler avec les autorités mexicaines. Oui. Il a rencontré le gouverneur du Texas, le républicain qui le critique souvent. Et c'est comme ça, mais alors, c'est très, très, très difficile. C'est quoi l'impact? Si les immigrants n'arrivent pas à rentrer aux États-Unis, ça va avoir un impact sur l'immigration au Canada. Il y aura moins de au chemin Roxane. Il y aura moins de personnes au chemin Roxane, moins de personnes qui vont venir au chemin Roxane. Ok, je vois. Ben oui, c'est important de le signaler parce que quelque part, ça aura des impacts ici au Canada. Ok, on va voir un peu dans le concret qu'est-ce que ça va donner dans la pratique les jours à venir par rapport à tout ça. Mais François, merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver demain pour une nouvelle chronique avec d'autres nouvelles. Je rappelle que ces informations, cette chronique va être disponible
sur YouTube après l'émission et sur les pages de Vision Max et sur le site internet de Vision Max Service. Si vous ratez un épisode, vous pouvez aller tranquillement, aller les chercher sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup François et à bientôt.